Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous le savez, c'est la grande nouvelle de cette matinée. Un homme de 42 ans, M. Bollot, a été arrêté cette nuit par les gendarmes de Sainte-Maxime. M. Bollot est professeur de psychosociologie à l'Institut de formation pour adultes de Boulogne-Billancourt et M. Bollot passait ses vacances en compagnie de sa femme au domaine de la Nartelle près de Sainte-Maxime. M. Bollot a été inculpé ce matin officiellement par le juge d'instruction de Draguignan, M. Huot Marchand, d'incendie volontaire. Et il a été déféré ce matin, incarcéré à la prison de Draguignan, donc en fin de matinée. M. Bollot est donc, semble-t-il, à l'origine d'une bonne partie des incendies qui ravagent depuis maintenant 48 heures cette région de la Côte d'Azur, la région de Sainte-Maxime. Et avant de passer la parole à Jean-Pierre Lannes, qui nous attend en ce moment à Marseille, je voudrais vous donner un petit chiffre, un chiffre encore inexact bien sûr, mais qui va vous donner une idée quand même assez juste de l'étendue des dégâts. Depuis 48 heures, que ce soit sur la Côte d'Azur, en Provence, voire même en Corse, plus de 20 000 hectares de pinèdes et de forêts ont été la proie des flammes et sont donc complètement détruits. C'est dire qu'en 48 heures, le feu a ravagé, a fait presque autant de dégâts que pendant toute l'année dernière. Alors Jean-Pierre Lannes, il doit nous attendre donc à Marseille. Je vous demande pardon, le téléphone. Bien. Jean-Pierre Lannes n'est pas encore prêt, sans doute un film de dernière minute à monter. Je vous le disais donc, cet homme a été arrêté cette nuit par les gendarmes de Saint-Tropez et c'est la grande information de la journée. Jean-Pierre Lannes nous expliquera tout à l'heure comment ça s'est passé, comment s'est passé cette nuit. Lui-même était sur place toute la nuit et il a suivi bien sûr avec les gendarmes une reconstitution assez dramatique et il a suivi bien sûr aussi les efforts des pompiers, des sauveteurs qui essayaient bien sûr d'enrayer ce feu. Donc si vous voulez, nous y reviendrons tout à l'heure dès que nous aurons la liaison avec Marseille. Et puis, si vous voulez aussi le point de la situation, c'est un point de la situation dans le Var. En fin de matinée, ce point de la situation, le voici. Mis à part la zone du plan de la Tour, où il y a encore 5 points d'incendie non encore maîtrisés, les sauveteurs tiennent la maîtrise du feu dans l'ensemble du département du Var et cette dépêche nous indique que tous les feux sont circonscrits et seule une surveillance est exercée. Vous le voyez donc, une situation qui évolue pour l'instant favorablement. À l'étranger, c'est la Grande-Bretagne qui retient aujourd'hui l'attention des observateurs. D'une part, avec la grève des 47 000 dockers qui préoccupe bien sûr le gouvernement de M. Hiss, mais nous allons y revenir dans un instant, et puis aussi par une rencontre politique d'importance qui aura lieu soit en fin de matinée, soit au début de l'après-midi, entre M. Hiss et le Premier ministre d'Irlande du Nord, M. Lynch. Les deux hommes vont évoquer bien sûr le retrait possible des soldats britanniques qui sont stationnés en Irlande du Nord, et puis aussi ils vont dresser le bilan de ces manifestations orangistes de la semaine dernière. Des manifestations qui auront lieu à nouveau, manifestations orangistes qui auront lieu à nouveau le 12 août. Mais je vous l'ai dit en commençant, c'est sans doute, sans nul doute bien sûr, la grève des dockers, une grève qui paralyse 47 000 dockers, qui préoccupe le plus M. Hiss. Le point de la situation maintenant avec Stéphane Paoli. C'est la première fois depuis 1926 qu'une grève générale illimitée des dockers a lieu en Grande-Bretagne. Ce mouvement, qui menaçait depuis plusieurs jours, a été rendu effectif après que les délégués des 47 000 dockers eurent rejeté mercredi les dernières propositions des employeurs, ainsi que l'amendement du syndicat des transports qui proposait d'ajourner la grève durant la poursuite des négociations. Situation grave donc en Grande-Bretagne, d'autant que l'économie britannique s'appuie en grande partie sur l'exportation. Pour pallier à cette grève, le gouvernement de M. Hiss a pris un certain nombre de décisions. Sur les docks, c'est la troupe britannique qui assure le chargement et le déchargement des cargos. C'est là l'une des conséquences de l'état d'urgence qui a été décrété hier sur la totalité du territoire. La décision prise dans l'après-midi par le gouvernement a été aussitôt ratifiée par le Conseil privé réuni sous la présidence de la reine Elisabeth, rentrée quelques heures plus tôt de sa visite au Canada. L'état d'urgence avait été décrété la dernière fois en mai 1966 par le gouvernement travailliste de M. Wilson, lors de la grève des gens de mer, l'un des éléments qui avait conduit à la dévaluation de la livre. Stéphane Paoli vous le disait, cette grève a souligné une fois de plus la dépendance de la Grande-Bretagne pour ces approvisionnements qui se font à l'extérieur. Et paradoxalement, c'est au moment où les ports britanniques sont paralysés par cette grève et interdisent tout moyen de communication avec l'extérieur que l'on reparle d'un projet, le projet du tunnel sous la Manche. Avec nous, sur ce plateau d'information première, M. Jacques de Vogüé, qui est le secrétaire général du groupement d'études pour le tunnel sous la Manche. Alors, M. de Vogüé, il y a une question que l'on peut se poser, bien sûr, tout de suite. Ce projet de tunnel sous la Manche n'est pas un projet nouveau. Il date de quelle année, très exactement? Vers 1810, c'est la première fois qu'on en a parlé, sous Napoléon. Mais depuis, il y a eu des interruptions très longues, et véritablement, le dossier a été rouvert il y a 13 ans, en 1957, au moment où le groupement d'études du tunnel sous la Manche a décidé de procéder à une étude
complète du projet. Bien, alors le groupe dont vous avez la responsabilité a déposé il y a quelque temps ses conclusions. Quelles sont-elles, ces conclusions? Plus exactement, ce groupe a fusionné avec 2 autres groupes financiers internationaux pour remettre ensemble des propositions à l'étude des gouvernements. Et une décision sera donc prise incessamment, je pense. Une décision doit être prise dans le reste de l'année. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle date, parce qu'il faut que les services ministériels étudient encore le projet. Bien, on peut dire que l'on est rentré donc dans une phase active dans ce projet de construction de tunnels sous la Manche. Je crois qu'on peut le dire. Normalement, maintenant, on est d'accord sur les principes de part et d'autre, et on devrait pouvoir aller vers une réalisation. Bien. Alors, nous allons proposer maintenant aux téléspectateurs un petit film qui a été tourné par nos camarades britanniques et qui va nous montrer peut-être, si vous voulez, l'état, non pas des travaux, mais l'état des projets, où en est-on de part et d'autre de la Manche. Voilà. Alors ça, je crois que c'est Folkestone, c'est l'entrée britannique de ce tunnel sous la Manche. C'est exact. Ce sont les travaux qui ont été faits en 1880, à peu près, du côté anglais. Les mêmes travaux ayant été faits du côté français. Il y a une plaque d'ailleurs qui marque justement cette date de 1880. Et ce sont de vieilles galeries. Ce sont de vieilles galeries qui ont très très bien résisté au temps, puisque quand on y est retourné, on a trouvé que la roche n'avait pratiquement pas bougé. Alors cette roche, bien sûr, a donné lieu à des analyses, nous les voyons en ce moment, à des recherches. Quelles sont les conclusions qui ont été faites par tous les savants, tous les techniciens qui se sont penchés sur cette étude géologique du terrain? Eh bien, les conclusions, c'est qu'on se trouve heureusement en présence d'une couche que M. Louis Armand appelait le paradis des géologues, car c'est une couche de calcaire suffisamment compacte et suffisamment tendre en même temps pour qu'on puisse opérer par machine poreuse et non pas par explosif. Donc, ce qui donne une rapidité beaucoup plus grande à l'avancement. Bien, voilà. Deuxième point, maintenant, les maquettes qui sont mises à l'étude. Ça, c'est une maquette anglaise. Maquette anglaise, oui. Certainement d'une gare routière de fin de terminus. Du terminal du tunnel. Ceci, d'ailleurs, depuis, on a fait quelques progrès dans l'étude et maintenant, le chargement des voitures sur les navettes s'opérerait d'une façon beaucoup plus simple, sans ces mouvements de quai qu'on voit là. Bien, alors, une question. Voilà, certainement l'image que l'on aura dans quelques années, un train qui rentre dans un tunnel, et puis à la sortie, soit l'Angleterre, soit la France, selon le point de départ que l'on a pris. Ce tunnel sous la Manche, effectivement, on pourra l'emprunter dans combien de temps? Sans faire preuve d'optimisme excessif, je pense qu'on peut dire que vers 1978, les travaux pourront être achevés. Disons la fin de 1978. Une idée du coût de l'opération? Le coût se situerait aux environs de 4 milliards de francs, mais avec un financement très largement réparti, d'abord entre la France et la Grande-Bretagne, et également sur le marché des eurodevises pour toute la partie emprunt du projet. Bien, Monsieur de Vogüé, je vous remercie. Marseille est en ligne, paraît-il. Alors, Jean-Pierre Lannes, si vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez, Jean-Pierre Lannes? Oh bien, oui, Jean-Pierre. Comment en est-on arrivé à cette arrestation de M. Bollot cette nuit? Vous avez suivi les événements toute la nuit. Est-ce que vous pourriez nous refaire un petit peu tout le parcours, tout ce cheminement pour arriver à l'arrestation de M. Bollot? Oui, la nuit dernière, il était à peu près, disons, 22 heures. Nous apprenions qu'un témoin, à ce moment-là, un témoin important était entendu à la gendarmerie de Sainte-Maxime. Des témoins auraient soupçonné, pisté, puis conduit au poste cet homme, M. Bollot donc, qui rôdait dans le domaine privé de la Nartelle. La Nartelle se situe à la sortie de Sainte-Maxime, sur la route de Saint-Raphaël. Et nous reviendrons, si vous le voulez, ce soir plus longuement sur ce témoignage et sur ce rôle joué, rôle très important, joué par les témoins. Mais revenons donc au déroulement précisément de cette nuit. 4h45, tout d'abord, le procureur de la République, qui était venu spécialement de Draguignan, sort du poste de gendarmerie. Derrière lui, le juge chargé de l'affaire et enfin celui qui n'était jusque-là, à 4h45, que le témoin numéro 1. Et je donne ces précisions parce que les phrases et les images qui vont suivre, et nous en excusons d'ailleurs, sont un peu confuses, un peu sombres. En effet, les quelques journalistes présents attendaient ce moment depuis plus de 6 heures et nous étions donc tous plus ou moins fatigués. En tout cas, cela se passait donc, je le répète, à 4h45 dans la cour de la gendarmerie. Tout d'abord, le procureur. Pour l'instant, il y a reconstitution malgré tout. Ou confrontation, monsieur le juge. Nous allons sur les lieux. Sur les lieux, avec le témoin numéro 1. Avec tous les témoins. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce témoin après la reconstitution? Nous serons dans quelques heures peut-être. Je n'ai pas l'habitude de prendre une décision avant d'avoir vu. Enfin, disons qu'il y a deux solutions. Une seule question, est-ce que le fait qu'il soit, après la reconstitution, maintenant dans 1 heure ou 2, amené dans une maison d'arrêt, prouve qu'il est inculpé?
C'est une question à laquelle, je crois, il ne sera pas répondu, messieurs. Mais il est inculpé pour l'instant. Il est inculpé pour l'instant. Et sa femme est libre. Inculpé d'incendie volontaire. Non, la décision n'est pas prise quant à sa femme. Tout dépendra de la Inculpé reconstitution. d'incendie volontaire, monsieur le juge, alors. Oui. Depuis quelques heures maintenant. Oui. Ici même, donc, pendant cette longue étude Oui. qui a duré 6 heures ou 7 heures. Donc il va partir à la maison d'arrêt de Dradignan tout à l'heure. Non, il est inculpé. Je lui ai notifié une inculpation. Maintenant? Je lui ai notifié une inculpation et j'en suis là pour l'instant. Et Derrière le l'information juge, continue. maintenant, vous allez le voir, l'inculpé, puisqu'il est inculpé, monsieur Bollot. Franchement, j'ai pas de déclaration à faire. Je regrette que vous n'ayez pas su une nuit blanche. Moi aussi. Mais vous êtes niez défendu, monsieur. absolument toutes les accusations qui sont portées contre vous, en tout cas. Oui, évidemment. Je vois pas pourquoi j'aurais mis le feu, il y en avait tellement. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que vous c'est sortez, l'heure. il est 5 heures du matin, vous êtes Oui. totalement détendu et vous n'avez pas tellement l'impression de ce qui se passe autour de vous. Non, j'ai l'impression que c'est une... Je sais pas, non, j'arrive pas à y croire. Votre femme est inculpée? Il était donc 5 heures et nous avons pu suivre policiers, témoins, juges et accusés. Et au petit matin se déroulait alors l'ultime confrontation sur le terrain. Les témoins tout d'abord. Charles. Mais c'est pas là, c'est derrière le pain parasol. Derrière le pain parasol. Derrière le pain parasol. Là. Où il y a un petit chêne qui est un peu... Monsieur Bollot. Par là. Un peu plus encore. Voilà, par ici. Je l'ai vu par là. Dans ces environs-là. Non, je le voyais davantage. Un peu plus à droite. Voilà, ici. Et sa femme était derrière lui. Et je le voyais de là-bas. Bon. Les témoins sont au nombre de 5, 3 hommes et 2 femmes. Ensuite, vous avez vu. Ensuite, il est parti en direction des gendarmes. Vous voyez, où il y a le gendarme, c'était la dame. Et là, il s'est passé. L'accusé se défend, écoutez bien. Alors, il est là accroupi, il se relève et il va à l'autre. Oui. J'éteins celui-là. Et moi, d'après moi, il a été. Je l'allume, surpris avec le pied. je m'accroupis, je me relève, je l'éteins. J'aime jouer avec les allumettes et je vais en allumer un autre un peu plus loin. Exactement. Il y a une question que je voudrais quand même vous poser qui est très importante, c'est cette notion de responsabilité. Vous êtes un des témoins à charge principaux et imaginez un instant que cet homme ne soit pas coupable. Maintenant, on l'a vu donc se défendre pied à pied. Et cet incendie-là que nous voyons est devant cette maison, devant sa maison. Oui. Pourquoi y aurait-il mis le feu? Mais comme il a dit lui-même, il n'est pas tout à fait normal. C'est lui-même qui l'a reconnu. Je suppose que c'est une des raisons principales. C'est une terrible responsabilité quand même, à votre avis. Ah oui, il faut l'admettre. responsabilité, mais si on a une certitude, la responsabilité est encore plus grande de ne pas témoigner. Voilà donc, affaire à suivre et je vous donne rendez-vous à ce soir. Je pense que nous reparlerons. Voilà Jean-Pierre Quittard. Maintenant, peut-être sur le plan des incendies, bien sûr, eh bien, il y a de bonnes nouvelles. Le vent ne s'est pas levé et pratiquement maintenant tous les foyers sont solidement maintenus par les pompiers. Merci Jean-Pierre Lannes. Donc, rendez-vous tout à l'heure à 19h45. Vous l'avez vu, une nuit et une matinée très mouvementée. Reprenons le fil de ce journal avec, si vous le voulez bien, le reste de l'actualité internationale. En bref, le président Nasser a regagné l'Égypte aujourd'hui après un voyage de 19 jours en URSS. Et un communiqué soviéto-égyptien sera publié cette nuit, communiqué qui fera le bilan de cette visite du président Nasser à Moscou. Au Cambodge, la situation militaire reste confuse. Cependant, les troupes cambodgiennes ont repris hier, vous le voyez sur cette carte, la ville de Kirirom, à 90 km au sud-ouest de Phnom Penh. Kirirom, souvenez-vous, c'était l'ancienne résidence de vacances du prince Norodom Sihanouk. Et puis, sur le plan diplomatique, il faut signaler aujourd'hui la visite au Cambodge, dans un lieu encore inconnu, du président de la République sud-vietnamienne, le général Thieu. En Argentine, les autorités de Buenos Aires ont annoncé aujourd'hui que le corps de l'ancien président de la République argentine, le général Aramburu, enlevé le 29 mai dernier, avait été retrouvé enterré dans le sous-sol d'une ferme à Timothée, une petite localité située à 500 km environ de Buenos Aires. Un suspense qui se termine après bientôt 2 mois de recherche.
En Italie, Reggio de Calabre a connu pour la 3e nuit consécutive des violences. Les manifestants qui entendaient protester contre le choix de la ville de Catanzaro comme capitale régionale de la Calabre se sont affrontés assez violemment, vous le voyez, aux forces de l'ordre. Bilan, 20 blessés et 30 arrestations. Enfin, à Washington, accueil très chaleureux pour le prince Charles et la princesse Anne d'Angleterre que vous voyez sur cette photographie en compagnie du président et de madame Richard Nixon. Restons aux États-Unis, mais nous allons tout à fait changer de sujet, vous allez le voir, puisque le téléphone télévisé, c'est tout du moins le nom que l'on lui donne, vient d'entrer en service entre New York et Philadelphie. Et c'est François Closet qui a eu le plaisir pour vous de composer le premier numéro d'appel. Le téléphone-télévision, le Picture Phone, vient d'entrer en service entre New York et Philadelphie. Liaison encore expérimentale, mais qui ouvre une ère nouvelle dans les télécommunications. Techniquement, ce mariage du téléphone et de la télévision paraît assez simple à réaliser. En pratique, l'installation d'un véritable réseau se heurte à des difficultés considérables. Le nouvel appareil est un peu plus délicat à manier que le téléphone, la caméra de télévision étant plus compliquée que le micro. Les Américains semblent bien imprudents dans les implications qu'ils envisagent, shopping et papotage à domicile. S'ils commencent par là, ils satureront leur réseau avant même de l'avoir construit. Non, les communications d'affaires auront sans doute et pendant longtemps la priorité, étant donné le coût relativement élevé de telles installations. Toujours dans le domaine scientifique et technique, voici maintenant des petites nouvelles des 5 femmes aquanautes qui vivent au large des îles Vierges, dans la mer des Caraïbes, à quelques 15 mètres de profondeur. Et vous voyez en ce moment la maison sous la mer, leur maison sous la mer, paraît-il, dotée du plus grand confort et pourquoi pas d'un téléphone télévisé. Hier soir, sur la piste de Melun-Villaroche, la Société aérospatiale française a présenté à la presse son dernier né, le biréacteur Corvette. Et c'est Michel Polaco qui assistait pour nous à cet essai en vol. À 17h30, une petite éclaircie a permis à Corvette de prendre son premier envol. Corvette, le dernier né de l'aérospatiale, un biréacteur issu d'une collaboration étroite dès 1967 entre Nord et Sud Aviation. Il a été conçu après la mise au point des réacteurs Larzac à double flux dont il est équipé et qui en sont le principal atout. 5700 kg, 750 km/h, 8 à 13 passagers, 2000 km de rayon d'action, une grande maniabilité. Corvette semble avoir séduit ses pilotes d'essai pendant les 43 minutes de ce premier voyage. Très vite, on a dû faire une pointe aux alentours de 320 à l'heure et on s'est limité à 900 mètres d'altitude étant donné que la couche était complète. C'est difficile de donner une opinion après un vol, mais enfin nous sommes très surpris. En fait, surpris par la facilité du vol, surpris par le silence du vol, et nous avions un peu l'impression de faire un vol de tourisme. Corvette semble donc un avion au point. Il s'agit maintenant d'assurer son avenir. Le petit biréacteur restera très rentable en raison de son prix d'exploitation qui est comparable à celui des avions à turbopropulseur. Ses performances, d'autre part, en font un avion qui a un marché double de celui de ses pseudo-concurrents, notamment parce qu'il peut utiliser tous les aérodromes avec ou sans piste dure, comme le confirme l'ingénieur chargé de sa mise au point. C'est un avion qui peut utiliser des terrains courts et donc apporter les liaisons rapides de l'avion à réaction sur des quantités d'aérodromes qui lui étaient jusque-là inaccessibles. Enfin, et surtout, c'est dans sa catégorie le plus économique et grâce surtout aux réacteurs à double flux qui consomment beaucoup moins de carburant que les autres et qui sont nouveaux. Et lorsqu'il sera commercialisé dans 2 ans et demi, est-ce qu'il sera toujours à la pointe du progrès? Bon, mais certainement, parce que les avantages qu'il présente ne seront pas concurrencés par d'autres qui présentent des caractéristiques très différentes. Les sports à présent, Michel Drucker, de l'athlétisme à Stuttgart. Oui, hier soir à Stuttgart, le match d'athlétisme Allemagne-États-Unis s'est terminé par un nouveau succès des athlètes américains, 122 à 100, ce qui représente à 1 point près l'écart qui sanctionna le récent match d'athlétisme France-États-Unis. Parmi les victoires allemandes, citons celle de Norpot sur 5000 mètres, 13 minutes 34 secondes 6 dixièmes. Norpot, vous le savez, recordman d'Europe de la spécialité.
Au 3000 mètres steeple, victoire de Birchfield, 8,37,2. Le 100 en hauteur a été remporté par Magerl avec 2,17 m, ce qui constitue un nouveau record d'Allemagne. Au lancement du marteau, Uwe Beyer a réussi 70,78 m. Beyer est, vous le savez, depuis déjà longtemps un des meilleurs lanceurs du monde. Mais l'épreuve la plus palpitante a été indiscutablement le 800 m que nous allons revivre maintenant avec Alain Billouin, un 800 m qui a enthousiasmé les 100 000 spectateurs du stade de Stuttgart. Oui, Michel, ce fut un 800 mètres royal, un 800 mètres comme on n'en avait pas vu depuis la mémorable finale olympique de Mexico avec l'Australien Doubel et le Kenyan Kiprugut. Au départ de la corde à l'extérieur, l'Américain Vincent Reed, 20 ans, qui porte des lunettes. À ses côtés, l'Allemand Kemper, maillot blanc, recordman d'Europe en 1 minute 44 secondes 9 dixièmes. Puis Ken Svensson, 21 ans, maillot sombre, révélation de l'année. Et enfin, Adams, 4e dans la finale du 800 mètres des Jeux de Mexico. Voilà, le départ est donné pour une course de rêve, une course à suivre qui peut, lancée sur un rythme élevé par l'Américain Vincent Reed à la corde. Il va prendre immédiatement la direction des opérations, comme vous allez le voir. Le duel implacable entre les Américains et les Allemands est dès maintenant entamé. Vincent Reed est en tête, suivi de l'Allemand Adams, Svensson, qui sera le héros de la course, est 3e, Kemper, 4e. Cela va vite, très vite même. Vincent Reed prend tous les risques. Il sait qu'il est vulnérable dans les 50 derniers mètres, mais il va servir à son camarade Svensson une savoureuse victoire. « 51 secondes 6 aux 400 mètres. Marc Vincent Reed continue son cavalier seul sur la même note allègre. L'étudiant de l'université de Wisconsin semble accélérer encore dans le virage. Et regardez bien Kemper à droite. Il ne peut suivre le rythme endiablé de l'Américain. Il décroche progressivement. La phase la plus émouvante de la course se déroule maintenant sous vos yeux. Ken Svensson, l'étudiant de l'université du Kansas, est placé derrière Vincent Reed. Cela va vite, toujours très vite. Svensson maintenant attaque à l'entrée de la ligne droite. Son style est souple mais nerveux. Adams pourtant a vu l'ouverture à la corde. Il essaie de s'infiltrer. La victoire semble tout à coup à sa portée. Mais Svensson passe maintenant. Et il l'emporte en 1 minute 44 secondes 8 dixièmes, 4e performance mondiale de tous les temps. Adams est second, en 1 minute 44 secondes 9, record d'Europe égalé. Kemper 3e, 1 minute 45 secondes 4. Vincent Reed 4e, 1 minute 45 secondes 6. Nous revivons au ralenti cette dernière et magistrale ligne droite où tout s'est joué sur le thème d'un vibrant suspense. L'attaque incisive d'Adams à la corde, le retour inattendu de Kemper, la lumineuse fin de course de Svensson qui triomphe. Ken Svensson, retenez ce nom, il appartient désormais à la lignée des plus grands du demi-fond mondial. Svensson, nouvelle étoile, nouvelle vedette de l'athlétisme mondial. Il était d'ailleurs à Paris récemment puisqu'il avait remporté le 800 mètres du match France-États-Unis. Les athlètes américains vont se rendre maintenant en Union soviétique pour rencontrer les Russes. Ce match Union soviétique-États-Unis aura lieu la semaine prochaine à Leningrad. Ce sera très certainement le sommet de la saison d'athlétisme. Athlétisme toujours, à Colombes débutent ce soir les championnats de France et pendant 3 jours, les 600 meilleurs athlètes français vont s'affronter au cours de 14 heures de compétition. La télévision en direct sera présente demain et après-demain au stade de Colombes. Le Tour de France, il faut bien en parler, nous approchons de la fin. C'est aujourd'hui la 21e étape, Ruffec Tour, 191 km. Merckx et les autres traversent 4 départements, la Charente, la Vienne, l'Indre et l'Indre-et-Loire. L'arrivée à Tours est prévue vers 16h30. Vous suivrez bien sûr les derniers kilomètres en direct. D'autres informations sportives en bref, une information triste, mort du rugbyman André Bonneau. Le 3 carrel de Toulon, André Bonneau a succombé la nuit dernière à Toulon, c'est une dépêche de 12h48. Il a succombé à une hémorragie cérébrale, il était âgé de 24 ans. André Bonneau avait remporté avec son club au mois de mai, vous vous en souvenez très certainement, le challenge Yves du Manoir, il avait été champion de France du 100 mètres. Automobile, Rindt, meilleur temps aux essais du Grand Prix de Grande-Bretagne à Brands Hatch.
Football, l'avant-centre de Marseille, Joseph, jouera pour 4 ans à Valenciennes. Golf, l'Australien Graham a remporté l'Open de golf de Saint-Jean-de-Luz devant le Français Garayald, battu seulement d'1 point. Des images maintenant rafraîchissantes qui nous viennent des États-Unis et qui vont très certainement inspirer Bernard de Ronceret, notre illustrateur sonore. Cela se passe sur le plan d'eau de Galloway Gardens en Géorgie, aux États-Unis. Il s'agit d'un championnat de ski nautique qui a lieu tous les ans à cette époque. Vous avez vu un saut de l'américaine Liz Allen, qui est une des meilleures spécialistes du monde. Si vous êtes actuellement en vacances et vous faites du ski nautique, vous pouvez prendre une leçon ici pour améliorer peut-être votre style. Voilà ce qu'il faut faire si vous voulez sauter à 50 à l'heure un tremplin de près de 2 mètres de haut, et vous allez voir dans quelques instants ce qu'il ne faut pas faire. Plus peur que de mal, c'était une chute de Schneider. Encore un saut, je vous rappelle que le record du monde de saut à ski nautique est de plus de 50 mètres. Ces images sont d'ailleurs d'actualité puisque aujourd'hui commencent à Cholet, dans le Maine-et-Loire, les championnats de France de ski nautique. Merci Michel Drucker. France Guérité, avec cette page magazine du journal, nous ouvrons quelques petits échos de vacances. Quelques échos, évidemment. Je voulais commencer par vous entretenir d'un écho qui nous vient des USA, de Nevada. Les touristes et les voyageurs qui veulent savoir ce que l'on peut faire au Nevada, ce qu'il y a à découvrir, reçoivent des lettres sur les vastes espaces, les casinos, les stations de sport d'hiver. Et ce sont des lettres, ma foi, très convaincantes. Et pourtant, ces lettres sont écrites par 3 prisonnières de la prison de Carson City, qui n'ont autre chose à contempler, et vous vous en doutez, que les barreaux de leurs fenêtres. Depuis 4 mois, elles ont répondu à plus de 100 000 lettres, et l'une d'elles a répondu, eh bien, cela fait 2 ans que je suis ici, et cela me fait maintenant une raison de me lever le matin. Eh bien, si vous passez vos vacances en France, et si vous passez par Saint-Malo, vous aurez à découvrir un musée fort intéressant. En effet, ils sont quelques centaines de caporniers à travers le monde qui ont réuni, rassemblé leurs documents dans cette fameuse tour de Saint-Malo, de Solidor. Louis Doucet l'a visité pour nous. Cela manquait à la gloire d'une des plus belles épopées de l'humanité, la fabuleuse aventure des caporniers. C'est aujourd'hui chose faite. À Saint-Malo, la tour Solidor abrite leur musée qui raconte la vie de ces marins depuis que des Hollandais franchirent pour la première fois la pointe extrême de l'Amérique du Sud. Ils s'appelaient Schouten et Lemaire. Par une étrange coïncidence, un des derniers commandants à être passé à la voile par le Cap Horn s'appelle lui aussi Lemaire. Qu'est-ce que c'était le Cap Horn? Vous savez, on l'appelait le Cap Dur très souvent, parce que c'est le point du globe, je pense, le plus difficile à franchir au temps des voiliers, à tel point que même les vapeurs n'y passent plus maintenant. Le Cap Horn, le voici. Par temps calme et ciel bleu. Photo exceptionnelle, car on sait qu'un navire sur 4 n'est jamais revenu de cet effrayant voyage au long cours. À cause de ce cache-cache perpétuel avec la mort, le Cap Horn est devenu quelque chose comme un symbole, une mystique. Et l'on regarde aujourd'hui presque sans y croire les survivants de ce roman d'aventure. Qu'est-ce que c'est cet insigne, commandant? Les fondateurs de l'Amicale ont choisi cela parce que c'était ce qu'on appelait le mangeur d'hommes, c'est l'albatros qui ne vole que dans les latitudes sud, au sud du 40e sud. C'était votre compagnon du Cap Horn, celui-là. Ah oui, mais dangereux. Peut-être le Cap Horn a-t-il forgé une race d'hommes particulière, acceptant tous les périls avec humilité, travaillant comme des forçats, s'amusant parfois comme des enfants, ramenant à terre d'étranges souvenirs pour légitimer leur récit, une sirène, mi-poisson, mi-femme, un musée des rêves pour prolonger les rêves. Il paraît qu'il y avait des femmes capornières. Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a encore même une qui habite à Brest pour le moment, la femme du commandant Stéphane. Ils vivent encore tous les deux. Elle a passé le Cap Horn, je pense, 3 fois avec son mari. Et il y en a plusieurs qui sont mortes, évidemment, en village. Et il y en a une qui a eu un fils qui est né là-bas au Cap Horn au moment où le navire passait. Terminé pour vous? Ah oui, maintenant c'est terminé depuis presque 4 ans. Oui. Et maintenant? Ah, maintenant, quand j'ai envie d'aller en mer, j'ai tellement d'amis parmi les Bretons. Si je pars avec des pêcheurs, ça me suffit. On part une demi-journée. C'est le bout de l'aventure. Oui, c'est le bout de l'aventure, mais ça termine bien, je trouve.
Une dépêche de dernière minute en provenance du Portugal qui nous donne des nouvelles de l'ancien président M. Oliveira Salazar. La tension artérielle du docteur Salazar a subitement baissé, ce qui est considéré, dit-on, comme un symptôme grave dans l'évolution de l'état de santé de l'ancien président du Conseil portugais. Et aux dernières nouvelles, le docteur Salazar serait dans un état semi-comateux. Voilà France Guérité, maintenant la bourse. Oui, nous allons à la Bourse de Paris et peut-être, Michel Tardieu, pouvons-nous vous demander des nouvelles de la livre sterling? Bien, je ne crois pas que ce soit le sujet qui préoccupe le plus les boursiers aujourd'hui, encore que sur le marché de l'or, bien sûr, on parle beaucoup des mauvaises santé de la livre et de la lire, on parle beaucoup de la dévaluation probable ou possible de la lire italienne, mais ça n'a pas de grosse influence. Vous verrez tout à l'heure que le marché de l'or reste calme. Sur le marché des valeurs, eh bien, c'est vraiment l'ambiance de vacances. On reste très très étroit comme volume de transactions et les cours sont assez irréguliers pour les valeurs françaises. Aux valeurs étrangères, les Allemandes qui hier s'étaient particulièrement distinguées, eh bien, perdent leurs bénéfices de la veille. Elles sont pour la plupart en repli. Quant aux américaines, elles sont toujours très fermes et l'amélioration de Wall Street, qui est quand même la préoccupation majeure des boursiers en ce moment, l'amélioration de Wall Street